Parce qu'à partir de là, vous n'êtes pas plus bête que les autres, vous pouvez vous défendre. Mais les avocats, eux, ils ne vous utiliseront jamais ça. Vous ne verrez jamais. Je ne suis pas sûr. S'il y avait un avocat qui me dirait qu'il ne serait pas capable de dire que c'est pas vrai ce que je lui raconte. Pourtant, c'est une triste réalité. Et nous sommes un des rares pays au monde, dit démocratique, où ceci n'est jamais appliqué. Il faut le savoir. Ou très très rare. Donc voilà. Donc ça, c'est quand vous avez compris ça, on peut commencer à passer à autre chose, comme on dit. Maintenant, on peut aller chercher des arguments. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, comment on peut faire par rapport aux impôts? Parce que les impôts, c'est ce qui nous fait, ils reçoivent le plus d'argent. Oui. Je vais juste interrompre avant que tu passes à autre chose au sujet de la Constitution. Oui. Donc, c'est bien pour ça que Macron, il veut changer la Constitution. Tout à fait. Bien sûr, mais les sénateurs ne sont pas d'accord parce qu'en fait, il a fait une bêtise, Macron. Ouais. C'est qu'il a voulu enlever des sénateurs. Et donc, ils ne sont pas d'accord. Et non. Du coup, ils vont pas le faire. Eh ben ouais. Donc, bon. Petit con Macron. En fait, ce qui est terrible, c'est que la Constitution, ils ont mis des règles pour la changer. Mais quand on regarde notre petit schéma d'organisation, donc, je vais montrer. Ah, ça, c'était les moustaches. Je vous fais grâce de certaines choses parce que c'est le président. Voilà. Tu peux me mettre ce schéma, s'il te plaît? Donc, on voit bien que. Le secrétaire. Le secrétaire, je ne vais pas très loin. Non, j'ai dit. Informaticien, j'ai dit. Ouais. Ça me fait mieux quand même. Donc vous voyez, la Constitution, donc, corps électoral, donc on voit qu'ils ont fait une flèche en bas par rapport au corps électoral, mais ce qui veut dire qu'on aurait un lien aussi pour pouvoir changer la Constitution par un référendum. Ouais. Et il faut savoir que si on était moral, ils auraient obligation de faire une transformation de la Constitution en passant par le vote du peuple. Ouais. Malheureusement, ils se sont fait un petit truc entre eux, où le président de la République a tous les pouvoirs. Il fait sa salade. Alors maintenant, je vais justement aborder ce sujet. Est-ce que vous avez à peu près compris le principe, comment je suis venu à là-dessus? Hein, j'essaye de faire assez court, parce que je veux être le moins ennuyeux possible. Et rentrer dans les choses les plus intéressantes. Donc maintenant, pour comprendre cette notion comme quoi nous n'avons plus de constitution. Vous avez dû le voir sur le net, pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens crient il n'y a plus de constitution, on n'a plus à respecter et tout. Alors, ils ont raison. Oui, c'est vrai, nous n'avons plus de constitution. Mais pourquoi? C'est là où ça pose problème, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui disent des choses, mais c'est quasiment à chaque fois faux ou partiellement vrai, comme je dis. C'est beaucoup plus complexe que ça pour dire que nous n'avons plus de constitution. Et ensuite, il est dangereux de dire qu'on n'a plus de constitution, parce que si on n'a plus de constitution, ça veut dire qu'on n'a plus du tout de règles. Alors on fait comment pour aussi reprendre le pouvoir? Donc moi, quand j'ai fait la désobéissance civile, j'ai dit il faut qu'on ménage la chèvre le chou un petit peu. Donc on va partir du principe que notre constitution, elle est comme elle est à revoir, mais on va quand même s'en servir à notre avantage. Parce que sinon, je dirais pas à notre avantage, dans le bon sens du terme, mais on va quand même prendre les éléments qui nous aident à nous en sortir. Parce que nos anciens, quand ils ont écrit la Constitution, alors dans son ensemble, avec les premiers textes en particulier, 46 ou 1789, ils ont pensé à des bonnes choses. De Gaulle était bien. Oui, on ne va pas rentrer sur celui-là. On va faire attention parce que De Gaulle a eu des bonnes choses. Et des mauvaises. Mais il faut voir que derrière, il y avait quand même, il était très fermé. Voilà. C'est plus complexe que ça. Parce qu'il est quand même à l'origine de ce que je vais vous expliquer maintenant. Oui, il a fait des conneries. Et c'était quand même pas si bien que ça. Simplement, c'est que lui, c'était un homme moral. Et donc, De Gaulle, évidemment, il a tenu la France. Lui, il avait les pleins pouvoirs, mais il a su les redistribuer. Ouais. Voilà ce qu'il a su se retirer. Malheureusement, les autres qui ont suivi se sont complètement accaparés. Pour comprendre les choses, dans notre Constitution, il est dit une chose très importante. Donc, c'est cette notion de la séparation des pouvoirs. Vous savez que c'est Montesquieu, un de ceux qui ont pensé, alors pas seulement, mais je parle de celui qui est français, Montesquieu, qui a bien défini cette notion-là, et qu'il a écrit dans son livre de l'Esprit des lois en 1751, c'est pour qu'on ne puisse s'abuser du pouvoir, il faut que la disposition des choses, le pouvoir, arrête le pouvoir. Alors c'est un peu philosophique, mais en fait cette notion c'est que si on veut pouvoir diriger, donc dans un pays ou
même une association, etc., eh bien il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs, de façon qu'il y ait un équilibrage de force. Parce que si on concentre tout sur une seule personne, la nature humaine, alors ça c'est moi qui le rajoute, mais les philosophes de l'époque et même d'autres avaient déjà pensé à ça, fait que si vous enlevez sur quelqu'un de bon, ça se passe bien, mais si vous tombez sur quelqu'un de moins bon, eh bien vous avez des dictateurs. Vous savez, on parle rarement de la période du Moyen-Âge, même à l'école. C'est une période où on nous dit toujours que les gens vivaient sales, que c'est compliqué, les rois étaient affreux, etc. Il faut savoir que cette période de l'histoire est quand même une des périodes où il y avait beaucoup plus de démocratie qu'il y en a aujourd'hui. Simplement, c'est qu'on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Alors, il y avait des grandes famines, il y avait des problèmes et tout, mais il y avait la plupart des seigneurs, ils aidaient vraiment leur peuple. Alors oui, il y avait des serfs. Les serfs, c'était pas des esclaves, c'était des fonctionnaires. Alors, ils ne gagnaient pas grand-chose parce qu'à l'époque, on ne gagnait pas grand-chose. Mais ce n'était pas du tout les conditions qu'on imagine, parce que nous, on fait une transposition avec notre situation d'aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec eux. À l'époque, c'était normal parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc, quand il n'y a pas d'autre solution, on n'a pas cette notion d'écrasement comme on peut l'avoir aujourd'hui, où il y a des gens qui vivent très très bien, de façon même démesurée, qui se gavent, et puis à côté de ça, nous avons plus de 800 millions de morts par an dans le monde parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Hein, je veux dire, je rappelle ça, mais c'est quand même important. Donc notre constitution, pour revenir sur cette constitution, donc sur la séparation de pouvoir, donc Montesquieu y avait pensé, vous voyez, il y a déjà un moment, on a dans notre déjà en 1789, ils avaient bien compris qu'il fallait arrêter que le roi ait le plein pouvoir, parce que d'Ancien Régime, c'était le roi qui avait tous les pouvoirs. Il décidait de la justice, d'où la prise de la Bastille, parce que la Bastille, c'était la prison du roi. Donc quand on n'était pas d'accord, le roi, il avait juste à faire donner son sceau, crac, il disait, tiens, un tel, je suis pas d'accord, allez, Roberto, en prison. Donc, au hasard, au pif, hein. Je pris au pif, je suis désolé. Ah, si il y a un gendarme. Bonjour. Ah. Oui, il y aurait un véhicule. Dis donc, il fait pouille pour D'accord. Merci. Alors, donc voilà. Donc oui, donc avant, c'est l'Ancien Régime, c'était le roi qui avait tous les pouvoirs, donc le judiciaire, le législatif, donc il faisait la loi, c'est lui qui décidait, et en plus, c'était terrible, c'est que le roi, il avait le pouvoir divin, le pouvoir lui venait de Dieu. Donc, du coup, il pouvait tout faire, donc les lois qui venaient étaient très bonnes. Alors, je voudrais quand même vous faire une petite explication pour ceux qui ne savent peut-être pas. Cette notion de pouvoir divin est très importante. Parce que pendant très longtemps, c'était lié avec les religions, il faut savoir. C'est que les hommes, pour les faire écouter, pour arriver à faire une civilisation, on s'est servi très tôt des dieux pour leur faire accepter, on va dire, des choses qui ont permis de créer des civilisations. Donc, aujourd'hui, quand on parle de certaines choses, j'aime bien qu'on rappelle quand même notre monde animal dont nous étions au départ. On a eu besoin de croire en quelque chose pour arriver à une civilisation. Donc, voilà. Après, le problème, c'est les déviances des religions qui font qu'on a pris avec trop de pouvoir, donc plus de séparation de pouvoir. Mais pendant très longtemps, c'est vrai que le roi avait justement ce lien avec les religions. Et encore dans le monde, nous avons encore quand même beaucoup de pays où les religions dirigent le pays. Hein, donc c'est quand même quelque chose de toujours d'actualité. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est censé ne plus exister. Je dis bien censé, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Donc nous, en France, on a décidé de faire cette séparation, et on a dit, voilà, on va créer ces trois pouvoirs. Alors, on va rester sur la 5e, je ne vais pas faire des cours d'histoire, mais sur notre 5e République, donc le président de la République est arrivé, M. De Gaulle, il a dit, voilà, moi, je vais être président, et comme il y a eu pas mal de bordel avec la 4e, parce qu'on n'arrivait pas à gérer, parce que justement, à chaque fois que quelqu'un disait quelque chose au législatif, on pouvait foutre en l'air le président. Il y a des présidents qui sont restés 3 jours au pouvoir. Sous la 4e République. Donc du coup, on a dit, bon, on va renforcer, on va essayer de protéger le président pour que ça fonctionne mieux, que nos institutions fonctionnent mieux. Donc du coup, il s'est dit, bon, allez, ok, on va renforcer, donc on va nommer un gouvernement. Nommer des ministres. Alors moi, ça me gêne un petit peu parce que il y a un peu... Pourquoi les ministres, c'est eux qui vont ensuite faire des propositions de loi. Et alors,
Alors ils ont trouvé un truc superflu en disant ouais mais c'est les députés, donc le législatif, qui va les valider. Oui mais c'est quand même le président de la République qui nomme les ministres, qui font des lois, donc quand même ils ont un lien direct. Moi je suis désolé, c'est celui qui paye, il a toujours raison, hein, on peut dire tout ce qu'on veut mais c'est une réalité. Donc derrière et après, les gens de l'Assemblée doivent voter. Mais alors à l'Assemblée, on a trouvé aussi une astuce, c'est qu'on a changé les règles, donc de façon qu'on ait la majorité, pour plus qu'on ait ces fameuses cohabitations, pour que ça suive le gouvernement. Et là, du coup, la discussion, je vois pas où il y en a. Et alors ce qui est terrible, c'est quand on a affaire à des gens comme aujourd'hui avec Macron, alors avant il le faisait, mais c'était plus subtil, moi je trouve, je sais pas pourquoi, mais je trouve que voilà, les Chirac, les Mitterrand, c'était des pourris, hein, bien pire que Macron. Hein. Macron, c'est un amateur, hein, je vous le dis franchement. Mais ils avaient tellement de subtilité qu'ils savaient bien l'emballer avec un joli papier cadeau, et ça passait. Là, aujourd'hui, il nous met tellement en évidence Macron, le dysfonctionnement, c'est qu'on voit bien que les députés, ils sont obligés d'être à ses ordres. Quand ils ne sont pas à ses ordres, il y a une engueulade. Il s'en a encore la semaine dernière, je lisais dans les médias, que les députés, lors du séminaire de lundi dernier, ils avaient pris une remontée de bretelles. Ah ouais. Quand j'entends ça, le président de la République va voir les députés pour leur mettre une remontée de bretelles. Non mais là, c'est de l'abus de pouvoir, hein. C'est une dictature. On n'est plus du tout dans une notion de démocratie. Hein. Parce que je ne vois pas pourquoi le président de la République, lui, il est censé être normalement garant de la Constitution et de la séparation des pouvoirs. Alors pourquoi tu vas engueuler les députés? Parce qu'ils veulent pas faire le même travail que tu as décidé. Vous voyez cette notion-là? C'est tout con, mais c'est ce qu'on vit là en ce moment. Vous voyez, je prends même pas des choses qui sont faites. Là, la semaine dernière encore. Moi je dis, il y a quand même un problème de genre, et on est vraiment dans un fonctionnement qui ne ressemble en rien à une démocratie, ou en tout cas à la séparation des pouvoirs. La démocratie, c'est encore autre chose. Donc déjà, le président de la République, il a déjà ce premier pouvoir, direct avec le législatif. Mais ça ne lui a pas suffi. On a même carrément mis un ministre de la Justice, un garde des Sceaux. Tiens, comme par hasard, on fait encore une petite allusion à l'ancien régime et à la religion. Vous allez comprendre au fur et à mesure où je vais en venir. Là aussi, on a gardé le titre de garde des Sceaux. Alors, garde des Sceaux, c'était justement l'ancien régime. Il y avait un garde des Sceaux de la Justice. C'est lui qui gardait le sceau. Vous savez, le sceau, c'était une bague, hein, tout simplement. Et donc, il était gardien de ça. Et nous, aujourd'hui, en 2019 encore, nous avons encore un garde des Sceaux. Donc il est censé garder le pouvoir divin. Voilà, c'est une petite allusion encore. Et il peut y rien foutre. Ce qui est terrible, c'est que par ce biais-là, eh bien, les magistrats ont, dans leur hiérarchie, le ministre de la Justice et leur supérieur hiérarchique. C'est écrit noir sur blanc, hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose là, je n'ai pas l'élément pile poil en face des yeux, mais c'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire même les magistrats eux-mêmes reconnaissent que nous n'avons pas la séparation de pouvoir. Donc on est quand même, encore une fois, là, alors législatif, et là, judiciaire, et le président de la République qui fait l'exécutif. On a 3 pouvoirs pour un seul bonhomme. Je trouve que c'est quand même un petit peu surprenant pour des gens qui prétendent avoir la séparation de pouvoir. Alors, ce qui fait qu'on est complètement dans une irrégularité, une inégalité, c'est que l'article 16 de 1789 dit clairement, et je vais vous la lire, pour ne pas faire d'erreur dans son énoncé. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Alors, moi qui l'ai inventé, c'est écrit noir sur blanc, pardon. Et, oui, c'est noir, pardon. Eh bien, le truc, c'est clair. Voilà. Donc depuis De Gaulle, on est en la loi. Et donc, nous avons en effet plus de constitution, parce que nous avons moins de constitution. Donc, ça veut dire que tout ça, vous pouvez vous faire du papier toilette avec. Quoi? Ils sont bien payés à rien faire, hein. Alors non, mais c'est un fait. Alors, ce que je vous dis là, il faut savoir que ça a dépassé nos... Je ne l'invente pas juste comme ça, dire tiens, c'est juste là qui raconte ça. Non, cette histoire-là est intéressante parce que elle prouve que les droits de l'homme, en 2010, a condamné la France pour non-séparation de pouvoir. En 2010, nous avons... Alors,
Depuis, ça a été repris plusieurs fois par la Cour européenne. Mais je prends moi les deux textes qui ont été faits. Alors je vais essayer de vous les retrouver. Ils ont eu... Alors, je reprends. Oui, vous pouvez vas-y. répéter cette phrase parce que là, elle est subtile. D'accord? Elle est pleine de subtilité. Vous venez de dire, en 2010, Oui. il y a une condamnation. Oui, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, bien bien. Je vais revoir des cycles, c'est forcément fait. Pardon. Alors quasiment personne ne le sait, alors c'est facile, je peux même vous donner, hein, c'est l'arrêté de la Grande Chambre. Alors je ne vais pas vous dire comment ça se prononce, je suis incapable de prononcer le nom, mais qui date du 29 mars 2010, donc à juger à propos de l'article 5-3, donc le troisième alinéa, les magistrats doivent présenter la garantie requise de l'indépendance à l'égard de l'exécutif et des partis, ce qui exclut notamment qu'ils puissent agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar après, du ministère public, etc. Mais je vais juste garder sur le début l'indépendance entre l'exécutif et donc la partie législative. Qui saisit la Cour européenne pour faire aboutir à une Alors condamnation? nous pouvons très bien le faire. Non mais là, en l'occurrence, on sait qui l'a Alors, fait. là, je n'ai pas avec moi l'information, j'ai que le décret. Il suffirait juste qu'on reprenne le décret donc, que je vous ai dit. Intéressant de savoir qui est à l'origine de ça. Alors, c'était sur une affaire judiciaire que D'accord. quelqu'un a porté jusque devant la Cour européenne. Intéressant. Voilà, ce que je suis en train de faire. Ah, ça me plaît. Voilà. Donc voilà, mais je vais vous en parler, ça fait partie des travaux qu'on pourrait envisager de faire ensemble. Oui. Tout à fait. Il y en a très peu, des trucs comme ça. Tout à fait, très peu, oui, 2, 3, c'est tout. Ah ben non, c'est pour ça. Donc là, alors, ça c'était en mars 2010, et il faut savoir que le 23 novembre, ça a été confirmé carrément en jurisprudence. 23 novembre 2010. Par la En Cour jurisprudence, c'est parti. Et là, c'était pour l'arrêt de Moulin, c'était l'arrêt Moulin. Ça s'appelle parce que c'était avec quelqu'un qui a dû être, ou qui s'appelait Monsieur Moulin, ou un Moulin. Je n'ai pas l'information, je ne l'ai pas cherché, je m'en excuse. À la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance de savoir qui l'a fait. Ce qui est important, c'est que ça soit publié, que ça soit authentique. Donc ça nous prouve que nous sommes carrément dans la non-séparation de pouvoir. Et donc, à partir de ce moment-là, messieurs, dames, vous pouvez faire ce que vous voulez. Désobéir. Non, mais on dit ça, mais c'est-à-dire que les gendarmes, on les respecte si on a envie de... Évidemment, respecter les hommes, c'est indispensable. Mais je veux dire, vous avez une prune, elle n'est pas légale. Vous recevez vos feuilles d'imposition, elles ne sont pas légales. Je veux dire, plus rien n'est légal. Parce que je vous ai montré tout à l'heure la pyramide. Oui, mais tu ne peux pas aller dans ce système. Après, tu as ton compte qui est bloqué, après, tu as tati, après, tu as tata. Ça, c'est autre chose. Tu vas crever. On va en parler après. Moi, j'ai une amie mannequin de chez Balenciaga à Paris. Donc, elle a 69 ans. Elle n'a jamais payé ses impôts. Quand elle a voulu vendre sa péniche à Paris, en face de chez Sarko, là, elle appelle mon comptable. Elle lui dit, je veux me déclarer. Il lui dit, mais ça va pas bien. Ben non, c'est petit. Elle a vendu 1 million d'euros à je ne sais plus quelle vedette, mais elle n'a jamais payé ses impôts. Il lui a dit, mais ils vont remonter en arrière, vous êtes morte. Et elle n'a jamais payé. Et elle paye tout en espèces. Ben oui. Et elle a une baraque au-dessus de Cannes, magnifique. C'est que la bagnole, que des espèces. Que des espèces. Mais les espèces vont disparaître. Oui, mais elle est russe, et je veux te dire, elle a compris le système. Hein. Elle les a bien baisés. Hein. Les cotisations, les charges, tout ça. C'est exactement pareil, parce que, alors justement, vous abordez un bon sujet. La notion... Alors pas du tout. Je n'ai jamais été syndiqué, j'ai juste fait une fois partie. Ah, CDCA de tes parents. Non, je n'ai pas fait partie du CDCA, par contre je connais bien. J'ai monté les vaches à lait. Moi aussi j'ai connu ça. Les vaches à lait corésiennes, c'est avec Séverine Laborde que nous avons monté ça en Corrèze. Nous avons fait des actions contre le RSI. Donc voilà, alors justement, je vais parler des impôts. Vous avez abordé un bon sujet qui est de savoir qu'est-ce qu'un impôt. Un impôt, on parle évidemment des impôts sur le revenu qu'on connaît, mais après vous avez aussi tout ce qui est taxes. La TVA, la taxe sur le carburant, la TIPP, etc. Ce sont aussi des impôts. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle les charges sociales. Alors sur les charges sociales, souvent j'ai des gens qui disent les charges sociales ne sont pas des impôts. Eh bien si, ce sont des impôts. Tout prélèvement
dit obligatoire pour la collectivité est un impôt. Voilà, point. Vous voyez, la définition est simple, hein, ça prend une phrase, c'est juste ça un impôt, c'est tout ce qui est un prélèvement obligatoire pour la collectivité, je dis bien pour la collectivité, hein, qui sert à est un impôt. Donc à partir de là, il n'y a plus de discussion possible, on est complètement dans le cas de figure. C'est valable aussi pour les péages, les routes. Parce que c'est pour la collectivité qu'on prend des sous. C'est pas, on a un droit là, c'est pour entretenir les routes. Et normalement, la route est pour l'entretien pour tout le monde. Mais c'est quoi toutes ces sociétés privées qui sont toutes différentes alors? On va en parler. Je ne partage pas votre point de vue sur Oui. les charges sociales, c'est un salaire différé, puisqu'il est facile de le constater, puisque cotise l'agent et cotise le patron. Une charge sociale, cotisation pour la retraite. Vous avez vu ce que Alors, je sais ce que vous voulez dire, c'est ce qu'on vous a fait croire, monsieur. Non, J'ai été commerçante. L'OCDE, pardon. On va y arriver. Ça confirme que les charges sociales sont des impôts. Vous pouvez le lire, c'est écrit dans le... Je ne partagerai pas votre point de vue. Dans la mesure où c'est ce que l'on veut, nous dire, on n'entend parler que de ça. Il faut baisser les charges sociales, mais les charges sociales, elles servent à payer la sécurité sociale, les prestations familiales, les accidents du travail et également les retraites. Vous savez qu'il y a 200 milliards qui disparaissent chaque année? Est-ce que vous savez qu'il y a 200 milliards qui disparaissent chaque année? Oui, non, mais c'est... Eh bien oui, oui, mais c'est fondamental. Vous avez raison, monsieur, si ça fonctionnait comme vous le dites, parce qu'en 1945, quand on a mis en place la sécurité sociale, si vous voulez, on a fait exprès de dire on va faire ça à côté et c'est géré par les syndicats, patronales, salariés, etc. et supervisé par le gouvernement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas une cagnotte, c'est ce qu'on appelle, on fait une contribution par répartition. Donc c'est celui qui travaille aujourd'hui paye pour celui qui est demain. ouais. On est bien d'accord. Qui est aujourd'hui, pardon. Celui qui aujourd'hui travaille aujourd'hui pour, voilà. Et pas pour demain. Malheureusement, moi je fais partie, je suis né après 73, et bien aujourd'hui, mon système de retraite, tout ce que je donne ne me sera jamais remboursé parce que le système de retraite n'existera plus. Ouais, bien sûr. Parce que, malheureusement, on est dans un système d'assurance. Il n'y a pas de remboursement, justement. Mais il n'y a pas de remboursement. Et le problème qu'on rencontre, sociale. c'est pour ça que on les appelle cotisations sociales. Je suis d'accord avec le monsieur. Alors non, mais non. Non, parce non. que les cotisations J'étais sociales, en commerçant. fait, c'est parce que vous J'étais avez comme raison ça. sur un point. Non, mais c'est un mélange de vocabulaire. J'entends. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on Je fait vais mettre. on demande pour financer à la collectivité sur le travail. On dit au travail, voilà, vous allez travailler pour 2000 € et sur ces 2000 €, on va vous en retirer 1000 qu'on va mettre dans la collectivité. Eh bien, ça s'appelle un impôt. Même qu'on est appelé charge sociale. Mais non, parce que c'est pas l'État, c'est les caisses. Faux, c'est l'État qui les... C'est faux. C'est les acquis de 40. Prenons la sécurité Attendez, sociale. vous avez été salarié ou Prenons commerçant? la sécurité sociale. Alors, elle est vous avez rien gérée- compris. J'étais commerçante, j'étais les sous. Mais relisez les statuts. J'ai payé des millions d'euros. L'État a mis la main dessus. L'État a mis la main dessus. Et par exemple, ceux qui viennent de décider la exonération des charges sociales. C'est faux! Non, attendez. Non, des conneries. L'État a décidé d'exonérer des charges sociales sur les heures supplémentaires. Or, jusqu'à il y a peu, ces exonérations étaient compensées par l'État. Or, aujourd'hui, l'État ne compense plus, c'est-à-dire que c'est de l'argent à ce moment-là. Donc, on a dévoyé l'affaire. Mais moi, je maintiens que c'est un salaire différé. Alors, Et là, non, on essaye de on le transforme en disant c'est des charges, mais c'est du salaire. Les cotisations, en réalité, ça s'appelle cotisation sociale et on l'a transformé en charge sociale. Les cotisations sociales, c'est des acquis qui nous viennent, en particulier de la libération. Donc moi je les défends, je regrette, mais je vous On joue suis sur pas les termes. je n'accepte Mais pas monsieur, le je mot suis un grand charge, défendeur de la parce que sécurité. charge, on dévoie carrément la finalité. Et vous avez autre chose qui est en train de se passer, là, on parle de la réforme des retraites. ouais. Bon, mais il y a beaucoup de régimes qui sont en déficit, Oui. mais il y a des régimes complémentaires qui ont des cagnottes.
et qui sont importantes, il y a quelques milliards. Et l'État, dans sa réforme, vise quoi? À mettre la main sur cet argent. C'est vrai. Voilà Ça, c'est vrai. ce qui est en train de se produire. Ce que vous dites, vous avez raison dans votre raisonnement. Oui. Mais dans le raisonnement, dans le raisonnement de l'impôt, sur la définition simple de l'impôt, un impôt, vous avez tort. Parce que l'impôt, c'est quand c'est quelque chose d'obligatoire, que ça soit différé ou pas différé. C'est pas un problème de ça. Ça veut dire qu'on vous demande de le mettre dans une caisse commune pour après qu'il soit redistribué. Tous les impôts sont prévus pour ça. Une charge sociale est un impôt au même stade que le revenu, l'impôt sur le revenu, ou la TVA. Il y avait un accord à ce moment-là, il y avait l'État, les entreprises. Ah non, mais je comprends. Mais ma définition, si vous voulez, je vais vous laisser la parole. Ma définition, c'est pas ma définition à Christophe Magnonet, c'est la définition des organismes internationaux. Donc c'est pour vous dire que c'est malheureusement en France, justement, ils ont été très forts en France. Nous sommes le seul pays où nous avons ce genre de discussion. Parce qu'ils ont fait croire que l'État... Mais si vous regardez les statuts de la sécurité sociale, qui nomme le président de la sécurité sociale? Le président de la République. Je le sais. Qui ramène de l'argent quand il en manque? Ça n'est pas ce qui avait été décidé, ou ce qui avait été mis sur place à l'origine. Si, depuis le début, c'est même pire que ça. Depuis le début, il était marqué que c'était un système pyramidal et qui était fait pour vous voler. Mais ça, vous ne le savez pas parce que c'était les anciens systèmes qui ont été cachés. Mais les statuts, quand vous prenez les statuts originels et vous regardez comment, l'idée était très humaniste, mais malheureusement a été détournée de ce fond et détourne beaucoup d'argent. Je vous prends après. Assez débat. Allez-y, monsieur. Oui, moi je crois qu'il faudrait poser le problème de se demander pourquoi, à un moment donné, on a décidé que les cotisations sociales étaient des charges. Là, finalement, et qui a coïncidé avec, disons, le fait que parmi les ordonnances de police, il a été décidé que la sécurité sociale ne serait plus gérée par quelqu'un de santé, mais disons par les autres. Voilà. Je crois que c'est important. À quel moment ça a basculé? C'est un moment où ça a dû basculer. C'est dans les années 60, autour de 1965 à peu près, à quelque chose près, où on a commencé à voir le basculement. C'est quand ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu. Et quand je vous parlais de système pyramidal tout à l'heure, c'est le principe de toutes les assurances. En fait, c'est que tant qu'il y a beaucoup de gens qui cotisent et peu de gens qui reçoivent, ça fonctionne. Pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne plus? C'est parce qu'on est en train d'avoir le basculement de l'autre côté. Après, c'est une question de sémantique. Je veux dire, j'entends votre point de vue, vous avez raison dans un concept, malheureusement dans les faits et même dans ce qui est écrit, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une manipulation de masse. Avec un deuxième danger, c'est les problèmes de privatisation. On a la sécurité sociale là, qui est... c'est pour ça qu'en même temps, vous voyez, je dirais la réaction de dire attention, non. Vous voyez ici, j'ai fait signer M. Valls, justement parce que j'ai dénoncé qu'ils étaient en train de privatiser la sécurité sociale. Donc, derrière la sémantique, je suis très grand attaché à la sécurité sociale et justement je me bagarre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont très très malsaines et qui veulent aujourd'hui nous orienter que vers des privatisations des assurances pour des raisons très simples, c'est parce que c'est une manne économique. On revient toujours à cette notion d'argent, vous avez vu? Systématiquement on revient sur cette notion d'argent, c'est quelque chose d'obligatoire. Monsieur, oui, je... Tout à fait. D'accord. Je suis complètement d'accord avec M. ça va être intéressant. À un moment, on parle de cotisations sociales qui ont été appelées par le gouvernement des charges sociales. On a un petit peu un menu dans les cotisations sociales. Il a été décidé que chaque entreprise, chaque individu met un pot commun pour pouvoir bénéficier de soins gratuits, d'écoles gratuites, etc. Et c'est bien un impôt, mais l'impôt est nécessaire. On est bien d'accord. Impôt égale caca, non, attention.
gratuit. Alors Non, non, attention, non. je vais revenir sur un élément très important parce que oui, on pourrait, parce que j'ai pas trop insisté au début sur un élément. Je ne suis pas contre l'impôt, hein, je précise. En France, l'impôt est obligatoire. Il faut le savoir. Alors en France, l'impôt est obligatoire, c'est par rapport, que je ne dise pas de bêtises, c'est l'article 13 de 1789 qui nous le dit, que nous devons, donc pour l'entretien de la force publique et pour la dépense administration, une cotisation commune est indispensable et doit être égale et répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Donc ça, c'est un élément fondamental et qui est pour moi aussi fondamental, c'est-à-dire que je suis pour l'impôt. Simplement, aujourd'hui, je ne paye pas mes impôts et je n'ai pas dit que je n'allais jamais les payer. Je les suspends. Voilà. On n'a pas le droit. Et ça, j'ai oublié de le dire, vous avez bien fait de me reprendre parce Ouais. que j'ai oublié de préciser. C'est qu'aujourd'hui, je ne fais que suspendre. Parce que c'est différent. Voilà. Parce que justement, j'ai On avait un peu l'impression que du coup, vous participez pas tellement à la vie communautaire, quoi. Tout à fait, on est bien d'accord. Je le sentais, mais Non, mais vous avez raison, non, mais c'est moi qui ai sauté, je vous ai dit que j'allais des fois aller un peu vite, parce que je veux être précis, puis en même temps, je veux pas trop aller, non. Alors, très important, on suspend. On n'arrête pas de payer les impôts et on n'est pas contre les impôts. Et ceux qui pourront rester jusqu'à ce que je vais expliquer tout à l'heure la monnaie, vous verrez que j'intègre déjà les impôts et c'est une première pour une monnaie qui intègre un impôt directement dans sa création monétaire. Donc non, je suis pour et il faut de l'impôt. L'impôt est bon. Oui. Moi je suis même le premier à dire, je suis prêt à payer 80% des impôts, mais quand j'ai décidé de stopper, c'est parce que j'ai fait un constat. Et ça, c'est ce que j'ai... C'est comment il est calculé l'impôt qui est injuste. Je vais essayer de rester sur mon idée sur là, et vous allez, après on reviendra sur ce que vous êtes en train de dire, parce qu'en fait, c'est que je me suis un peu débugué, et du coup, j'ai sauté une partie qui était vraiment très importante. Quand on dit, donc moi je précise bien, et dans tous mes courriers j'ai précisé, je ne refusais pas de payer, je suspendais. Et je suis allé jusqu'à expliquer aux membres des impôts, leur expliquer ce que voulait dire suspendre, parce que eux, justement, et le truc était facile de dire vous refusez de payer des impôts. Et non, moi je ne refuse pas. Je dis simplement, j'arrête. Ensuite, quand on dit qu'on ne paye plus d'impôts, tout le monde paye des impôts. Même moi aujourd'hui, je suis obligé d'en payer par la TVA, dès que j'achète quelque chose. Donc, de toute façon, tout le monde dans ce pays, même celui qui croit de là, participe à la collectivité. Donc du coup, on ne peut pas dire en France qu'il y a quelqu'un qui abuse du système et qui ne participe jamais au système. Il n'y a que celui qui est un ermite au milieu des bois et qui ne consomme rien du tout. Lui, oui, mais lui, il n'a pas besoin non plus de la collectivité. Donc du coup, ça ne coûte rien non plus. Mais les gens qui sont dans la collectivité sont obligés, au travers déjà des différentes taxes, font qu'on paye toujours un peu d'impôts. Donc moi, c'est vrai que j'ai mis bien en place cette notion de suspendre, et ensuite j'ai insisté sur un autre élément dans la notion de suspendre, c'est que j'ai demandé des comptes, c'est-à-dire je suspends tant que je n'ai pas de réponse et que je ne cautionne plus les agissements de nos politiques ou de nos administrations qui abusent de leur pouvoir. C'est ça la subtilité. C'est-à-dire que je me sers de l'article aussi 14, que tous les citoyens de 1789, pardon, que tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes et par leur... attendez, je dis une bêtise là. J'ai sauté une page. C'est pas l'article 14, c'est l'article 15 de 1789 et qui dit la société a droit de demander compte à tout agent public de son administration. Donc ça c'est aussi un élément très important parce que c'est quelque chose qu'on fait rarement. Mais en fait dès qu'on a un problème avec une administration, avec un élu, parce que c'est valable aussi pour les élus, eh bien nous pouvons leur demander de nous donner compte. Et c'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Parce que le fait de ne rien dire quand ils font un agissement qui est contraire, qui prennent trop d'impôts, vous disiez tout à l'heure on parlait des impôts, eh bien, on doit leur signaler.